Bienvenue, vous êtes partout à travers le monde pour nous suivre encore une fois. Merci d'être présent pour suivre Exclusivité, qui est votre émission préférée. Aujourd'hui, on va parler de questions de l'UDPS parce que l'UDPS règne durant 6 ans déjà. Alors on parlera de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et l'UDPS d'aujourd'hui, dirigé par Félix Antoine Tshisekedi, qui est non seulement le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais aussi idéologique. Alors, est-ce que dans la tête du Congolais, l'UDPS, géré par Étienne Tshisekedi Wamulumba, et l'UDPS aujourd'hui, géré par Félix Antoine Tshisekedi, est-elle la même ou c'est différent? Après, c'est sûr, nous revenons à vous, mais sinon, nous recevons Tarsis Lossé qui est non seulement l'ami intime d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais aussi acteur politique, membre de l'UDPS. Je suis accompagné de Vincent Mouzungu, qui est l'initiateur et directeur général, présentateur aussi de Leçons à tirer. Monsieur Tarsis Oseke, bonsoir. Bonsoir Désiré, bonsoir Vincent. Comment vous allez? Très bien, je soigne ma santé parce qu'avec la crise, il faut soigner la santé. Alors, relevez un tout petit peu votre micro, vous soignez votre santé. Comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Vous faites partie de l'école d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tout à fait. C'est mon école et c'est mon mentor. Étienne Tshisekedi Wamulumba m'a amené à la politique alors que j'étais normalement un acteur de la société civile. Je voudrais tout de même remonter l'historique un tout petit peu sur la création de l'UDPS. Je voudrais commencer par la conférence nationale souveraine jusqu'à la création de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez nous relancer un tout petit peu cette histoire? Mais ce que vous dites là, vous inversez les choses. D'accord. Mais permettez-moi, Désiré, de saluer vos auditeurs. C'est la première fois que je viens dans votre studio. D'accord. Et par courtoisie, par élégance, je voudrais saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent partout à travers le monde. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion, parce que bientôt, c'est le 19 septembre, le jour que nous avons connu des martyrs au siège de l'UDPS. En fait, nous avons eu 6 combattants qui étaient carbonisés par la milice de Kabila. Et à ce jour-là, nous pouvons dédier toutes nos prières aux âmes de nos combattants qui sont morts au champ de bataille pratiquement. Pour revenir à votre question, je crois que vous avez inversé les choses. Parce que la conférence nationale est venue après la création de l'UDPS. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que l'UDPS soit mise en place? Parce qu'à l'époque, on connaissait le parti unique qui était le MPR, dirigé par Joseph Mobutu. Étienne Tshisekedi Wamulumba et les 13 parlementaires ont créé l'UDPS. Quelles sont les circonstances qui ont émaillé la création de l'UDPS? Non, je voudrais clarifier certaines choses pour l'histoire. D'abord, il y a eu la fameuse lettre des 13 parlementaires. En fait, ils étaient plus nombreux que 13, mais comme vous savez ce qui se passe dans ces conditions, certains ont eu peur, d'autres ont retiré les signatures. Il y a eu aussi des mouchards parmi les commissaires du peuple de l'époque, parce qu'on les appelle des parlementaires. Donc, à fin de compte, il y a eu 13 qui ont signé la fameuse lettre de 52 pages qui a été adressée au président Mobutu le 1er novembre 1900, si mes souvenirs sont bons, 1979. Donc, 1980. Et cette lettre a provoqué un séisme politique dans notre pays, parce qu'à l'époque, c'était le parti-État, l'MPR, parti-État. Parti unique. Donc, il n'y avait pas d'autres alternatives que ça. Donc, c'est le moment où le calvaire de ces 13 parlementaires a commencé, avec des brimades de toutes sortes, des arrestations, des emprisonnements, des relégations. Bref, ils ont évolué comme ça, jusqu'au moment où
autour de ces 13 parlementaires, d'autres personnalités sont venues pour la création de l'UDPS le 15 février 1982. Voilà le début, c'est la création de l'UDPS qui, pas seulement les 13 parlementaires ont signé, mais aussi d'autres personnalités, notamment les Kibasa et autres qui n'étaient pas parlementaires à l'époque. Voilà comment l'UDPS est né. Et après, il y a eu toute une série de choses sur lesquelles nous allons apporter quelques éclaircissements pour l'histoire et pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre le cheminement de l'UDPS jusqu'à ce jour. Après la naissance de l'UDPS, nous sommes en 1982. Je suis désolé parce que c'est la grippe qui me dérange, on va faire avec. Quelles sont les grandes actions d'envergure qui sont arrivées juste après la naissance de l'UDPS? Juste après la naissance de l'UDPS, Mobutu n'est pas resté inactif. Il a utilisé tout son arsenal et tous ses services secrets pour commencer à chercher à atomiser l'UDPS, c'est-à-dire diviser pour régner. Donc, il a commencé des négociations secrètes séparément et ensemble avec tous les fondateurs et jusqu'à arriver à avoir l'adhésion de la majorité des parlementaires et tous ceux qui étaient devenus des fondateurs. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En fait, le président Mobutu leur a proposé de créer un courant progressiste à l'intérieur du MPR Parti-État. Et avec beaucoup de promesses alléchantes, tout, la preuve c'est que certains fondateurs sont entrés au comité central du MPR Parti-État. Mais pour ce qui est d'Étienne Tshisekedi, Mobutu lui a promis formellement d'être le premier commissaire d'État, c'est-à-dire le premier ministre de l'époque. À ce moment-là, c'était les citoyens, je l'appelle les citoyens comme on l'appelait à cette époque-là. C'était les citoyens Mabi Molumba qui était premier commissaire d'État. Donc, à Étienne Tshisekedi, on lui avait formellement promis qu'il devenait, il serait automatiquement, après l'accord de Badolité qui était signé, si mes souvenirs sont bons, le 17 juin 1987. Donc, juste après la signature, il était question que Étienne Tshisekedi devienne premier commissaire d'État. Eh bien, cette promesse n'a jamais été... Premier commissaire, ça veut dire aujourd'hui Premier ministre. Premier ministre. Alors, avant que nous ne parlions... allez-y. Attendez, je voudrais terminer là pour dire que le président Étienne Tshisekedi a attendu des mois et des mois. Ces postes ne venaient pas. Donc, il en a eu marre. Il a décidé de faire une tournée héros-américaine pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il ne voulait pas être à la traîne de Mobutu et surtout être considéré comme un traître. Donc, il a décidé de faire cette tournée-là et il est revenu de cette tournée en décembre 1987 et avait fait appel à la population pour un meeting qu'il allait organiser le 17 janvier 1988. Mais je signale à passant que, à son retour de sa tournée en Europe et en Amérique, il a été reçu à l'aéroport d'Njili par une foule compacte et importante, ce qui était manifestement un signe de popularité évidente à cette époque. Donc, peut-être que vous avez une précision à me demander. Tout justement, comment était-il devenu alors le premier commissaire, disons-les dans les termes actuels, le premier ministre de Mobutu, pendant qu'il était victime des brimades, comme vous l'avez dit dans l'histoire racontée ici? Oui, justement, les brimades ne se sont pas arrêtées là, parce que ce meeting qu'il allait organiser le 17 janvier 1988 était interdit. Il ne pouvait pas organiser ce meeting. Mais lui tenait mordicus à organiser ce meeting
à la place des Martyrs, c'est-à-dire au pont Kaby, à l'époque actuelle, là où se trouve le boulevard Triomphal. C'est l'endroit où on a pendu les martyrs de la Pentecôte que vous connaissez, les Kimba, Nani et autres. Le président Tshisekedi tenait absolument à organiser ces meetings. Avait-il reçu l'autorisation du président du MPR pour tenir le meeting, ou bien c'était un forcing? Non, justement, le meeting était interdit, de telle sorte que sa résidence sur le boulevard 30 juin à Langombe était ceinturée de gardes civils. Personne, les 2 jours avant le meeting, personne ne pouvait entrer et sortir. Heureusement que certains de ses collaborateurs, de ses partisans, savaient comment s'infiltrer pour entrer à la résidence. Mais le jour J, c'est-à-dire le jour du meeting, il a réussi à s'aimer cette garde-là. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme astuce? Eh bien, il a fait sortir sa voiture bourrée de personnes là-dedans, qui a roulé sur le boulevard 30 juin en direction de Kitambo. Et les sbires, les barbouzes de Mobutu ont dit: ah, Tshisekedi est sorti dans sa voiture, il part pour tenir son meeting. Il a délocalisé peut-être le meeting et ils se sont mis à sa poursuite. Et Tshisekedi n'était pas dans cette voiture-là. Il est resté à la maison, il est sorti, il s'est déguisé, il a mis les mounières, donc voilà la signification des mounières. C'était pour lui un chapeau de déguisement. Qui devient aujourd'hui idéologique. Oui, vous comprenez aujourd'hui le sens, la signification des mounières. Et il est sorti par derrière, il a pris son taxi jusqu'à la place des Martyrs. Et au moment où il a commencé son meeting, on a voulu l'assommer avec un coup de bâton sur la tête. Heureusement qu'il avait les mounières sur la tête et aussi, Dieu merci, il n'était que blessé parce qu'il pouvait mourir sur place. Ou même s'évanouir sur place. Et c'est ainsi qu'on l'a arrêté, on l'a amené à la Cour de sûreté de l'État, à la SANEF, l'immeuble à SANEF aujourd'hui. Et c'est là où se trouvait la Cour de sûreté de l'État. Brièvement, il n'a pas voulu parler. Et on l'a amené directement dans cet état-là, avec une blessure sur la tête. On l'a amené à Makala, où on l'a enfermé, on l'a isolé pratiquement. 2 jours après, on l'a sorti de là pour l'amener devant un magistrat de la Cour de sûreté de l'État. Et ce magistrat-là a commencé à l'interroger, mais Tshisekedi l'a insulté copieusement, en commençant par Mobutu et lui-même, le magistrat. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire une réquisition, parce que pour eux, Tshisekedi avait perdu la tête, était devenu fou. Donc, il fallait une réquisition pour que les spécialistes du centre neuropsychopathologique, c'est-à-dire du CNPP, devaient l'examiner. Que vous êtes. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a amené vers vous le lendemain au CNPP. Le hasard de l'histoire a fait que, comme j'arrivais toujours très tôt matin à l'hôpital, et c'est moi qu'on a trouvé sur place, j'ai eu à l'examiner et j'ai fait mon rapport à l'époque pour répondre à la réquisition. Vous l'avez examiné en tant que neurologue? En tant que neurologue, mais nous avons une formation neuropsychiatrique, même si je suis neurologue. Et j'ai fait mon rapport qui était simple. Tshisekedi était normal, était sain physiquement et mentalement, il n'avait aucun problème. Sauf la blessure qu'il avait sur la tête. Vous n'êtes pas attiré des problèmes avec le régime de Mobutu à cette époque-là, parce que c'était pratiquement un dictat. Le plus dur va arriver, parce que moi j'ai envoyé le rapport acquis de droit via le recteur de l'université. À l'époque, c'était M. Bingoto, qui était le recteur de l'UNIKIN. À ce moment-là, il est venu personnellement s'enquérir de l'évidence, c'est-à-dire que j'avais examiné réellement M. Tshisekedi et je lui ai envoyé le rapport. Mais heureusement
qui est le neveu d'Étienne Tshisekedi, qui vient de nous quitter, paix à son âme, M. Marcelo Chilombo, est venu me voir pour dire attention, Tarsis, parce que on se connaissait avant. D'accord. Il dit il faut envoyer une copie à Mobutu via les colombes. Parce qu'autour de Mobutu, il y avait deux camps. Le camp de Faucon et le camp de Colombe. Dans les Faucons, il y avait les Mbanda, les Kema, les autres, tandis que les Colombes, c'était Seti, Mokolo et d'autres. Ce qui fait que Marcelo, qui connaissait bien le terrain, il m'a dit non, il faut qu'on remette une copie de ce rapport-là, qui a une dimension politique, qu'on l'envoie au président Mobutu via les Colombes, donc via Jean Seti, qui était celui qui était le responsable du CNS à ce moment-là, le Conseil national de sécurité. On s'est organisé pour qu'une copie lui parvienne par fax à Badolite, qu'il a montré au président Mobutu. Tandis que l'autre rapport, qui est passé par la copie, qui est passée par le recteur, est allé chez le procureur général, et le procureur général a transmis ça chez le président du conseil judiciaire. À l'époque, le président du conseil judiciaire, c'était le ministre de la Justice. D'accord. Aujourd'hui, c'était M. Joseph Singaouchou. Mais comme vous n'étiez pas inquiété du tout. Hein? Non, écoutez bien, le soir même du jour que j'ai examiné M. Tshisekedi, M. Singaouchou, avec le directeur du CNPP, le médecin directeur du CNPP, ils m'ont rendu visite chez moi, à Ngombe, pour venir me dire qu'il faut retirer, que je retire ce rapport. Il y a un autre rapport pour lequel ils demandaient ma signature. J'ai dit non. Un autre rapport fait par qui? Ça. Mais il était avec, le médecin directeur du CNPP. Je n'ai même pas lu ce rapport. Mais on me demandait seulement de retirer votre rapport pour le remplacer par un autre rapport. J'ai dit niet. Et bon, j'ai dit désolé, je ne ferai rien. Mais en lisant entre les lignes, cet autre rapport... Non, je ne l'ai même pas lu. Je n'ai pas lu les rapports. Je ne l'ai jamais lu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qu'il en était. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sortant de chez moi, M. Singaouchou était très furieux. Je vous dis entre parenthèses que le médecin directeur, le docteur Pagna, le professeur Pagna, qui est de chez moi, du Sankoro, il m'avait dit qu'il y a une promesse de quelque chose, faites tout pour retirer le rapport. J'ai dit non, c'est déjà parti, le procureur a le rapport, sûrement que... Vous allez vous discréditer. Donc moi, je ne peux pas faire quoi que ce soit, et je ne vois vraiment pas pourquoi je dois retirer. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Personne ne me le dira. C'est quand M. Singa et le professeur Pagna sont allés à Badolite, ils ont trouvé que le président Mobutu avait déjà le rapport signé par le professeur Loseke, et Mobutu leur demandera, mais pourquoi un deuxième rapport et pourquoi le professeur Loseke n'a pas signé ce rapport alors qu'il avait déjà signé un autre rapport qui m'est parvenu. Il dit, prenez les deux rapports. Moi, on ne parle plus de Tshisekedi ici, allons manger. Et M. Singa, vous retournez à Kinshasa, nous en parlerons à Kinshasa. En fait, c'était la façon élégante de Mobutu de botter en touche, c'est-à-dire essayer de se débiner de cette histoire de Tshisekedi. Donc, jusque-là, je ne connaissais professeur, rien. Je suis désolé de vous interrompre. Oui. À quel moment Étienne Tshisekedi Mulumba était devenu l'ami personnel du président Mobutu? Parce que ça s'est dit qu'ils étaient amis et c'était de la farce qui était vendue à la place publique pour endormir le peuple zaïrois. Historiquement, les camarades d'Étienne Tshisekedi Mulumba étaient l'ami de Mobutu lors du coup d'État de 1965. D'accord. Puisqu'il était devenu son ministre de l'Intérieur. Donc, c'était un ministère très, très important depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était le bras droit
de Mobutu à l'époque, et même à 67, il est parmi les rédacteurs du fameux manifeste de la CELE. Donc c'est à ce moment-là qu'ils étaient des amis. Mais leur divorce a commencé dans les années 80, après la signature de la fameuse lettre de 13 parlementaires. Mais maintenant, je reviens... Pardon. Tshisekedi n'était pas une création du président Mobutu, à qui l'on accusait d'être un dictateur régnant au Zaïre, qui voudrait faire comprendre à la face du monde, écoutez, chez moi, il y a également des gens qui haussent les tons contre moi, à l'instar de Tshisekedi. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, parce que tel que j'ai connu postérieurement M. Etienne Tshisekedi, il ne pouvait pas être son panthère. En fait, ce qui est sûr, je l'ai deviné, même si le camarade Etienne Tshisekedi ne me l'a jamais dit, ils étaient en concurrence pour certains, pour le leadership à ce moment-là, même à l'intérieur du MPR, parce qu'ils ont créé ensemble l'MPR. Donc, il y avait une lutte pour le leadership. Mobutu s'est accaparé de tout le pouvoir et l'a marginalisé totalement Etienne Tshisekedi, qui était son ami. Maintenant, je reviens à ce qui s'est passé après les fameux rapports-là. Lorsque M. Singaoudjou est revenu de Badolite, pendant qu'il était à l'aéroport d'Ndjili, il ordonne mon arrestation. Voilà mon calvaire. Nous sommes en quelle année? Nous sommes toujours à 88, à janvier 88. Nous sommes à janvier. Donc après le meeting raté, qui a été arrêté, stoppé dans une violence inouïe, puisqu'il y a des combattants qui sont morts, d'autres poignardés, d'autres dans les hôpitaux et même amenés à Makala avec des plaies très graves. Donc, nous sommes toujours à janvier 88. On vient m'arrêter chez moi, on m'amène à la cour de sûreté de l'État, où on va m'auditionner en me confrontant au professeur Pagnard. Moi, j'ai dit, je ne réponds pas en présence de mon aîné qui est mon chef au CNPP, je ne veux rien dire. J'ai refusé de parler ce jour-là et on m'a mis au cachot de la Cour de sûreté de l'État. Le lendemain, on a fait la perquisition chez moi à la maison, dans mon bureau au CNPP, tout ça, et on m'a ramené pour m'envoyer au cachot des casiers judiciaires. Peut-être beaucoup ne connaissent pas qu'au casier judiciaire, il y a un cachot souterrain, et c'est là qu'on m'a amené. J'ai fait là une semaine et grâce à l'activisme de Marcelo Chilombo qui a secoué les organisations des droits de l'homme, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme internationale, tout ça. Et je me suis retrouvé dehors après une semaine de cachot souterrain au casier judiciaire. Je ne vous décris pas l'ambiance de ce cachot, ce n'est pas nécessaire. Et entre-temps, le président Tshisekedi, qui m'avait découvert au CNPP, m'avait déjà promis que Mobutu les sortirait assez rapidement, puisqu'il a peur de lui en prison que dehors. Donc, il a plus peur de Mobutu en prison, de Tshisekedi en prison que dehors. Et finalement, il a fait sortir. Donc nous sommes retrouvés dehors, et moi répondant régulièrement à l'appel de la justice, et lui, Tshisekedi, en résidence surveillée. Finalement, il m'a invité à venir le rencontrer pour qu'on parle, et c'est à ce moment-là qu'il m'a révélé que, professeur, vous m'avez sauvé, puisque ces gens-là voulaient m'envoyer à Katouambi. Vous ne savez pas, je ne sais pas si vous connaissez Katouambi, c'est là où se trouve les fous. C'est un CNPP, oui, un CNPP qui est en fait un asile des malades mentaux de l'époque coloniale. Katouambi, c'est à 25 km de Kananga. Je suis passé par là pour visiter, j'étais moi-même élève à Chibachi, tout près de là. Donc, c'est un endroit
extrêmement dangereux. Et si on l'avait envoyé là, lui-même, Tshisekedi me dit, si on l'avait envoyé là, je crois que ce serait fini, parce qu'on ne sait pas ce qu'on allait lui donner là, et ce serait fini. Il serait peut-être effacé. Pour l'UDPS aussi, ce serait terminé. Très bien. Alors, je voudrais tout de même qu'on revienne un tout petit peu sur l'étude comparative entre l'UDPS géré par Étienne Tshisekedi Moulumba, que vous maîtrisez très bien parce que vous étiez à ses côtés, et l'UDPS aujourd'hui géré par Félix Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des points de démarcation ou des points de convergence? Pour répondre à cette question, je vous invite à lire le livre que le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rédigé au cours de sa campagne. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « Pour un Congo retrouvé ». Oui. Et là, il y a un chapitre où il parle du fils du Sphinx, lui-même, il parle de lui. Donc, il montre la similitude de sa vision avec celle de son père. D'accord. Le narratif est le même. Donc, mais maintenant, vous de façon pratique, parce que vous avez vécu l'époque de Étienne Tshisekedi Moulumba. Vous vivez également à cette époque où l'UDPS a le pouvoir et pour être au pouvoir. Vous trouvez que c'est intact, la vision est reproduite de la même manière où il y a des points de démarcation? Non, de la même manière, c'est impossible. Ce sont deux personnes différentes. Et deuxième chose que je dois vous dire, c'est que n'étant pas aux affaires, à la gestion d'aujourd'hui, contrairement à ce que nous faisions à l'époque du président Étienne Tshisekedi Moulumba, qui m'avait pris chaque fois comme un de ses ministres phares dans ses gouvernements. Moi, je ne peux pas porter un jugement de valeur sur la vision exacte de Fachi aujourd'hui. D'accord. Je ne peux pas, mais je me permets de dire que notre vision à nous, à l'époque, était réfléchie et consignée. Nous disions, et le président Tshisekedi Étienne nous disait tout le temps, que préparons-nous à occuper le pouvoir. Donc les dossiers les plus importants étaient préparés. Nous ne pouvions pas arriver au pouvoir avec lui en donnant l'impression qu'on ne s'est pas préparé. D'accord. Les dossiers les plus importants, comme les finances publiques, les infrastructures, la diplomatie, les dossiers de lutte contre la corruption, tout ça, c'était des dossiers bien ficelés, qui étaient bien préparés. Les jours que Étienne Tshisekedi allait être au pouvoir, nous savions de quoi oui, professeur. ce qu'il fallait faire. Un dicton africain dit qu'un fils doit normalement dépasser son père. Si son père n'avait pas un diplôme, un fils doit en avoir autant. Vos fils d'ailleurs sont un exemple à notre pouvoir. Quand il faudrait prendre ces dictons et l'appliquer au temps présent, peut-on dire que le président Tshisekedi a dépassé son père? En termes de gestion, en termes d'idéologie? Non, je vais vous répondre indirectement à cette question-là. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que ce sont deux personnes différentes. Mais l'idéologie est la même. L'idéologie, oui, c'est la même. Nous avons les mêmes projets de société, les mêmes statuts et même les mêmes réflexes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Fachi ne recrute pas dans son entourage comme Tshisekedi Étienne le faisait. Étienne Tshisekedi, par exemple, pour former ce gouvernement issu de la conférence nationale, il a envoyé chez moi Maître Mukendi et Marcelo Tshilombo avec le draft où chaque ministre, chaque candidat ministre, à chaque poste était scruté sérieusement et on ne pouvait pas nommer n'importe qui à n'importe quel poste, tout en respectant bien sûr la géopolitique. Mais il était très regardant aux personnes qu'il désignait à ce poste. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que plusieurs personnes qui sont nommées par le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne l'aident pas. Oui. Ne l'aident pas.
rien qu'un exemple que je vous donne. Il y a 2 personnalités importantes qui devaient être ses conseillers majeurs. Le directeur des cabinets et le secrétaire général du parti. Ce sont des conseillers majeurs pour le chef de l'État, pour le parti qui est au pouvoir. Mais avons-nous l'impression que ces 2 personnes, ces 2 personnalités l'ont aidé pendant le premier mandat? Moi, je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas convaincu. Ils ne l'ont pas du tout aidé. Donc, c'est lui qui choisit son entourage. Donc, nous avons toujours décrié le casting autour du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais bon, c'est lui qui assume les choix des personnalités qui l'entourent. Mais nous disons que tant qu'on ne revient pas aux fondamentaux de l'UDPS, aux fondamentaux qui sont le socle, qui forment le socle de notre idéologie, de notre vision, nous allons tout droit au mur. Vous êtes professeur, nous avons lu un nombre important des pamphlets qui disent à l'unanimité qu'après ses pouvoirs, le président Tshisekedi partira avec son UDPS. Êtes-vous d'avis de ces études ou bien vous avez une autre perspective? Mais c'est ce que je viens de dire. Si on ne revient pas aux fondamentaux et qu'on ne se réfère pas à ceux qui, quelque part, sont les dépositaires de certains acquis, de certaines... la vision d'Étienne Tshisekedi, si ces personnes-là sont marginalisées comme aujourd'hui, et on les dit, hein, tout le monde les dit, hein, même la fronde qui est actuellement à l'intérieur du parti parle de cela. C'est-à-dire que on a vu débarquer toute une série de gens qui n'ont rien à voir avec l'UDPS. Si on ne revient pas aux fondamentaux, si on ne revient pas aux vraies valeurs de l'UDPS, nous allons tout droit au mur et je peux affirmer ce que vous dites que ce pourrait être le cas. Vous êtes plusieurs fois, excusez-moi, monsieur Vincent, vous êtes plusieurs fois ministre à l'époque d'Étienne Tshisekedi Moulumba et même récemment avec... Sami Badibanga. Voilà, Sami Badibanga, vous étiez également ministre. Comment jugez-vous l'action du gouvernement souminois aujourd'hui, après la publication du gouvernement, 100 jours déjà? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est performant, vous qui avez de l'expérience et l'expertise? Oui, moi, je vais être objectif. D'accord. Madame Judith Souminois est une brave dame qui est au four et au moulin, comme on dit. La preuve, c'est qu'il a tout fait et c'est un des cas rares pour déposer les projets de la loi des finances 2025. Oui, à l'ouverture de la session. Tout à fait. Donc, c'est déjà un exploit. À titre individuel, elle a vraiment mes éloges. Vous l'appréciez parce qu'elle fait partie de l'UDPS ou c'est parce qu'elle donne réellement un résultat positif? Non, moi j'apprécie sa valeur intrinsèque. D'accord. Valeur individuelle. Pour que l'UDPS, moi je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu sa carte de l'UDPS. Ou dans quelle fédération. Vous doutez de son UDPS? Non, pour moi, ce qui compte, c'est le travail qu'elle fait. D'accord. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des gens de l'UDPS, des ministres l'UDPS qui ne valent rien. Donc, je ne peux pas entrer dans ces discussions-là. D'accord. Mais en dehors de lui, en dehors d'elle, au gouvernement, il y a des ministres qui tentent, qui font un effort pour que leurs actions soient connues et qui ont une certaine visibilité dans l'opinion. Par exemple? Non, j'ai un top 10 des ministres. D'accord. Je peux vous donner. Oui, allez-y. Dans le top 10. Très important. Dans les top 10, oui. Je peux vous donner quelques noms. Et entre-temps, on fait été, Monsieur Désiré, dans les top 10. Je sais que Madame Aziz Mounana ne manquera pas, certainement, dans ces top 10. Allez-y. Top 10. Pour moi, j'ai épinglé certains ministres qui se sont démarqués par leurs actions. D'accord. Il y a, par exemple, le ministre de la Justice,
Constant Moutamba. Il y a les ministres des Finances, qu'on le veuille ou pas. Doudou Famba. Oui, les fonctionnaires sont payés maintenant à temps et sans problème. Le ministre du portefeuille qui essaie de redresser certaines entreprises. Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques échos favorables. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique, et budget, communication et intérieur. Boussa, voilà Jean-Lucien Boussa. C'est moi. Vous citez Jean-Lucien Boussa au portefeuille. Est-ce qu'il a posé des actions significatives au profit de la population congolaise? Vous trouvez que c'est... Non, lui, il gère les entreprises publiques. Oui. Il essaie de restaurer et de redresser certaines entreprises, notamment la GECAMIN, notamment la MIBA et d'autres. Donc je ne veux pas entrer dans les détails. Au moins, lui fait quelque chose par rapport à ceux que je n'ai pas cités. Vous avez cité Moukoko Samba, justement. Vous avez cité Moukoko Samba, mais on a l'impression que Moukoko Samba n'est fait absolument rien, parce que bon, finalement, l'économie est en berne. Le panier de la ménagère. Oui. Monsieur Moukoko, le procès Moukoko, c'est pas pour ça. Je pense que 100 jours, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, il y a un début. Tandis qu'il y a des ministres, vous n'entendez même pas parler d'eux. Hein? On le voit assis là au Conseil des ministres, bien habillé, tout ça, mais le reste se limite à ça. Donc, vous avez top 10, mais vous n'êtes pas arrivé à 10. Laissez-moi. Si. C'est 10? Ça a été rapide, mais c'est ça. Ah, c'est 10. Oui. Dont Moukoko Samba. Là-dedans, oui. Et Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya. Communication et médias. Et Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani à l'intérieur. Et puis Doudou Famba aux finances. Oui. Et Jean-Lucien Boussa au portefeuille. Oui. Ça veut dire, pour vous, parce que nous référons à vous parce que vous avez de l'expérience et de l'expertise. Tout à fait. En tant qu'ancien ministre, plusieurs fois, vous trouvez que les 10 travaillent efficacement pour que la chose soit changée. Comprenez-moi bien. Nous sommes dans un mini-bilan, c'est-à-dire 100 jours du gouvernement. Oui. Quels sont les ministres qui ont posé des actes visibles et qui ont, pour lesquels la population, pas seulement la population congolaise de Kinshasa, mais aussi congolaise de façon générale. De manière générale, nous qui sommes intellectuels, nous apprécions dans une certaine mesure les actions qu'ils ont posées. S'il arrive aujourd'hui, Fachi Remagne, vous préférez que ce 10 revienne au gouvernement? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais les autres, peut-être qu'ils ont des mérites, hein, mais je ne les ai pas classés parce que je n'ai rien entendu ou suivi leurs actions. Peut-être qu'ils ont posé des actions que j'ignore, mais voilà mon top 10. Mais le Congolais ne sent pas les actions sur terrain. C'est vrai, dans le top 10, en tant qu'intellectuel, vous avez fait votre liste qui est, je vais dire, votre analyse qui est subjective. Oui, c'est moi. Mais la population, j'ai suivi quelques militants de l'UDPS qui disaient que maman ministre, premier ministre Monica Kaba super aux Olata, to CPD ba super et comme belé, kasi, toujours sentir l'autre côté. Vincent, s'il vous plaît, la réalité c'est quoi? Le peuple a trop attendu. Et je pense que ce que vous dites s'adresse directement au camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas le temps à perdre. Le peuple est très impatient. Et il faut poser des actions comme quand nous étions dans le gouvernement Tshisekedi avec les résolutions de la conférence nationale. Il fallait directement appliquer les résolutions. Chacun devait, chaque semaine, au Conseil des ministres, déballer ce qu'il a posé comme action. Donc ici, je ne sais pas je ne sais pas comment se passe le Conseil des ministres. Je ne sais pas quels sont les repères que le camarade Fachi a pour juger tel ou tel ministre. Est-ce que son directeur de cabinet l'aide pour ça? Est-ce que la vice-première ministre suit de près chaque ministre? Ça, je ne sais pas. Il doit y avoir un modus operandi qui est mis en place et
que les 50, ils sont combien? Plus de 56. Mais c'était ça d'ailleurs ma question qui était sur les lèvres. Faudrait-il c'est éléphantesque. Avoir une composition pareille quand on sait que avec Tshisekedi à l'époque, vous étiez au nombre des 26? 22 ministres. Il y avait déjà des références à suivre pour un pays. 100 vice-ministres, et chaque ministre est issu, avait un ancrage social bien connu et bien identifié par le Premier ministre. Chaque ministre était suivi par le Premier ministre. Pour ne pas citer son nom, Daniel Safou s'est plaigné qu'il voit le président Tshisekedi filer dans les oubliettes pendant qu'il avait du succès, les Congolais les portaient entre les mains comme un fils maison. Non, moi je ne suis pas Daniel Safou, je suis Tarsis Loseke, je porte mon jugement de ma manière. Ce que j'ai dit là, si le camarade Fachi revoit son casting, il faut qu'il se réfère à l'intérieur du parti, à ceux qui ont l'expertise pour l'aider. Vous savez, nous sommes disposés à l'aider même sans salaire, sans toucher quelque chose, parce qu'il faut réussir. Il y va de l'honneur de notre parti et l'honneur de l'UDPS. Est-ce qu'il vous a déjà consulté? Bon, moi, il sait que j'existe, que je suis là. Donc, moi, s'il ne me consulte pas, c'est qu'il ne trouve pas la nécessité de le faire. Et moi, je ne sais rien dire par rapport à ça. Le peuple d'abord. Êtes-vous content d'entendre ces slogans-là à maintes reprises? Quand vous regardez ce peuple, vous dites vous-même, ah oui, le peuple d'abord, ou bien c'est dont on appelle excellence d'abord, avec des grosses jeeps, avec un paquet costaud à la fin du mois. Le ventre d'abord ou peuple d'abord? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Bon, Vincent et Désiré, si vous allez au siège de l'UDPS, vous verrez devant, il y a un panneau écrit le peuple d'abord. Oui. Vous connaissez l'histoire de ce panneau-là? Non. Nous étions en 2016 à Bruxelles. Après concertation avec le président Etienne Tshisekedi, il me dit, docteur, tout compte fait, mais notre slogan, le projet de société, doit être visible à notre siège. Comment on peut faire? J'ai dit, il faut un panneau. Le peuple d'abord, ça ne prend pas de l'espace, juste un panneau. Je lui dis ça. Il dit, ah, comme je ne cite pas le nom de la personne, comme cette personne rentre à Kinshasa, après les soins médicaux, il lui a donné une enveloppe d'argent. Le président Tshisekedi a donné une enveloppe d'argent pour fabriquer un panneau où il est écrit « Le peuple d'abord ». Il arrive à Kinshasa, il commande effectivement ce panneau-là. Voilà que il n'a pas terminé, je ne sais pas, il a donné un acompte sûrement. Le président Etienne Tshisekedi arrive au mois de juillet 2016. Il n'y a pas de panneau. Et c'est mon ami là, mon camarade, il dit, mais docteur, j'ai des problèmes. Si le président trouve qu'il n'y a pas ce panneau-là, je vais avoir des problèmes. Et c'est comme ça que votre serviteur qui est devant vous a mis la main dans la poche. Nous sommes allés à Mariano, on a pris le panneau et on est venu, pendant que le président Tshisekedi allait embarquer à Bruxelles pour venir à Kinshasa, c'est votre serviteur qui a payé finalement le panneau que vous voyez là. Oui, c'est les gens aujourd'hui à l'UDPS peuvent dire à l'OCK qu'est-ce qu'il a fait à l'UDPS. Oui. Mais vous voyez, c'est vous qui avez payé le panneau qui est à l'UDPS aujourd'hui. À fin de compte, oui. Docteur, les combattants se rappellent également des coups fourrés que vous avez donnés aussi à l'UDPS. Vous avez voulu vous accaparer de l'UDPS. Vous étiez parti en procès avec Kabound à l'époque. Je ne suis jamais allé au procès avec qui que ce soit. Je ne suis jamais allé au procès avec qui que ce soit. Et je ne peux pas le faire. Okay. Je ne peux pas le faire. Ce qui s'est passé, c'est lui qui voulait faire un procès anéantir Kabound, parce qu'ils étaient des adversaires, est connu, il était au pouvoir, il a occupé un poste important, et c'était pour lui l'occasion
d'anéantir, d'écraser Est-ce que vous avez Kaboul. fait le mea culpa de ce qui s'est passé? Parce que c'est de la blessure. Il faudrait également que cette blessure puisse être cicatrisée. Laquelle? Non, je parle de l'UDPS dont vous avez voulu ravir avec Bruno Tchibala à l'époque. Les Mais mea non, culpa ne sont jamais non. arrivés. Vous faites l'amalgame. Je n'ai jamais eu une UDPS avec Bruno Tchibala ou quoi. L'antagonisme entre Bruno Tchibala et Kaboun, c'était un antagoniste connu. Depuis le moment où Tchibala espérait devenir secrétaire général du parti, et au même moment, Tshisekedi Etienne nomme Kaboun. Donc, ça fait un clash. Donc, c'est lui qui est devenu Premier ministre, avait utilisé des avocats et tout pour amener Kaboun devant la justice. Très bien. Et on a usé on m'a utilisé d'une certaine façon. Comment? Je ne veux pas entrer dans les détails. Ce sont les services spéciaux Qui des maîtrisent les dossiers. Kabyles Monsieur Désiré, vous qui ont permettez fait que le je pose cette nécessaire. dernière question. Oui, allez-y. On n'est pas arrivé de soutenir Kabouya, Augustin, même si vous ne faites plus partie de l'UDPS, mais vous restez l'UDPSien idéologiquement. Kabouya a amené Tshisekedi, Félix au pouvoir, il a un second mandat, il était au four et au moulin, il a battu campagne au fin fond du Congo profond pour Tshisekedi, mais apparemment il n'a pas votre soutien. Regardez comment la CDP l'a chassé comme un chien. Il a failli que Maman Marthe puisse intervenir. Vous étiez où? Non, moi je n'ai aucun pouvoir au sein de l'UDPS. Et je vous informe que Augustin Kabouya avait débarqué mon nom de la liste de l'UDPS alors qu'il savait que j'avais une base. C'est moi qui ai amené l'UDPS au Sancourt en 2011 et il s'est organisé pour me débarquer de toutes les listes de l'UDPS à ces élections de 2023, y compris sur des listes de mosaïques. Bon, je ne lui en veux pas, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais moi je ne suis pas concerné par les conflits. Mais je suis triste qu'il y ait un bicéphalisme au sein de l'UDPS. Il faut qu'on y mette fin. Tout ça, c'est du fait qu'on ne respecte même pas notre devise de l'UDPS, qui est liberté, égalité, solidarité. Il n'y a pas de solidarité. C'est l'égoïsme. Ceux qui sont aux affaires pensent qu'ils doivent écraser les autres. Hein? Et moi, on m'a écarté. Je ne suis pas député aujourd'hui, puisque la personne qui avait la décision d'allier les candidats m'a mis de côté. Je ne lui en veux pas, puisqu'il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale où il y a la vie, où on peut faire la politique. Moi, je suis professeur d'université, je donne cours avec les maigres salaires des professeurs, de $1000 par mois. J'essaie de vivre et de me suffire moi-même. Donc, je ne cours pas après les mandats. Mais je reviens à votre question pour vous dire ceci. C'est triste ce qui se passe à l'UDPS. Parce que du vivant d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, on n'aurait jamais vu des choses comme ça. On n'aurait jamais vu des choses comme ça. Tout est dû au fait qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Il y a l'égoïsme, il y a le trafic d'influence, il y a le mépris. Le mépris. D'accord. Parce que moi, c'était mépris quand on dit vous êtes débarqué. Donc, ces choses-là doivent être bannies. Revenons à nos fondamentaux. Et c'est comme ça que nous allons sauver l'UDPS et peut-être sauver aussi le deuxième mandat du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tendons pratiquement vers la fin. Il nous reste quelques minutes pour mettre un point final à cette émission. 5 minutes au total. Quel conseil prodiguez-vous à Félix-Antoine Tshisekedi, que vous connaissez, que vous avez connu aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est son père biologique et idéologique, qui est votre ami idéologique? Quel conseil prodiguez-vous à Félix Tshisekedi pour qu'il réussisse, ne fût-ce que ce deuxième mandat? Bon, vous savez, d'abord, il est pour moi un camarade qui a les mêmes mentors que moi. Moi, je suis devenu politique grâce à Tshisekedi Etienne. Donc, lui, le fils de Tshisekedi Etienne, ça va de soi que nous tous,
nous sommes dans le même moule. Donc, il n'y a pas moyen de dire autre chose, même de nous soustraire. Personne ne peut nous séparer par rapport à ça. Mais les conseils que je peux lui donner, lui-même, il suffit qu'il relise son propre livre, pour un Congo retrouvé. Tout est là-dedans. Et pour appliquer ça... Il a tout dit, mais il ne l'applique pas. Mais il doit avoir les personnes qui l'appliquent avec lui. Vous savez, pour réussir en politique, c'est la volonté politique qui compte, et surtout l'autorité nécessaire. Je donne l'exemple des embouteillages à Kinshasa. Vous savez, cette histoire, on peut régler ça en moins de 3 mois, il n'y a plus d'embouteillage à Kinshasa. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique et d'autorité pour mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. On peut parler de routes, tout ça, mais il y a plus que ça. Il y a 20 mesures qui existent et qui sont écrites qu'il faut appliquer. Pour appliquer, il faut la volonté. C'est ce que je dis. Donc, je lui demande de s'entourer de personnes qui peuvent l'aider à réussir. Pas des flatteurs. Pas des flatteurs qui, du matin au soir, crient Fachi béton, Fachi béton. Il faut des gens qui réfléchissent au dossier, qui suivent le dossier, qui connaissent les promesses du chef de l'État et qui suivent ces promesses sur le terrain. Sinon, il n'y aura rien de spécial, malheureusement. Monsieur Tarcisse Loseke, en 2028, nous irons aux élections. Quand vous regardez l'UDPS, Tshisekedi, qui sera le dauphin du président Félix? Non, c'est trop tôt pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Moi, je pense qu'il faut se concentrer d'abord à la réussite de son mandat. Et pour réussir le mandat, il doit commencer à avoir les pions nécessaires qui l'aident à réussir, pas les gens qui tournent autour de lui pour des avantages personnels. Très bien. Nous sommes en fin de l'émission. Un dernier mot, surtout pour l'unification de l'UDPS. Que pouvez-vous dire à Augustin Kabouya, qui gère aujourd'hui le parti au quotidien? Bon, j'ai dit à Augustin Kabouya, qui prie beaucoup, j'ai découvert qu'il prie beaucoup, d'être humble. D'accord. De respecter d'abord l'autre, d'aimer l'autre, parce que le parti, nous tous, on a souffert avec cette UDPS. Il doit être humble et respecter les autres, avoir l'amour des autres. Il aime le parti sûrement, mais il ne doit pas être égocentrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que son ego qui compte. Les autres aussi ont de la personnalité. Il crée des frustrations inutilement. Il devrait se comporter comme l'église au milieu du village avec tous les atouts qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba nous a légués. Très bien. Merci d'être passé, professeur d'université, Tarcisse Loseke. Merci beaucoup. Merci à vous. Désiré, merci Vincent. Merci à vous. Merci à M. Vincent. Merci à Tarcisse Loseke. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci au DG qui nous fait un coup de pouce. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes.